Marc Lévy est l'écrivain français le plus lu au monde depuis plus de 20 ans. Il a beau exceller dans la peinture des sentiments, il n'aime pas parler de lui. Le romancier a néanmoins accepté d'échanger avec nous depuis son domicile new-yorkais à propos d'un moment très particulier de son existence. Il nous décrit d'abord son bureau. C'est un atelier qui est posé sur le toit d'une vieille maison dans le village et c'est une pièce qui est faite enfin, dont les murs sont en briques et j'ai la chance d'avoir une verrière et avec voilà, avec une vue sur les toits du vieux village de New York, qui est un quartier un peu particulier, puisque c'est un quartier où il n'y a pas de grandes tours, c'est un quartier, c'est le plus vieux quartier de la ville, et il est vraiment fait de petits immeubles et de vieilles maisons du 18e et du 19e siècle pour la plupart. Dans ce cocon protecteur sont nées de nombreuses intrigues. La dernière en date est une histoire d'amour. Éteignez tout et la vie s'allume. Elle paraît aux éditions Robert Laffont Versilio. C'est une histoire bien différente que Marc Lévy s'apprête à nous conter. Celle de ce jour où sa vie a basculé, alors qu'adolescent en quête de lui-même, il venait d'entrer comme volontaire à la Croix-Rouge française. Ma première intervention, c'était un accident de mobilette, je crois, qui était à la limite de notre territoire, puisque il avait eu lieu sur un pont qui surplombe le périphérique entre la porte des Ternes et l'entrée de Neuilly-sur-Seine. Donc c'était la frontière 92-75. Et on avait été envoyé là. C'était la première garde où j'avais le droit de monter. Il était minuit 2, donc j'avais eu 18 ans. J'avais signé pour les gardes commençaient à 16h30 le week-end et durait 24 heures. Donc j'avais signé pour une garde à 16h30, mais j'avais pas le droit de partir en intervention avant minuit, puisque avant minuit j'avais encore 17 ans. Et donc à minuit 2, l'alarme du départ sonne. C'était pas une alarme, c'était par radio. Et donc je monte avec mes équipiers. Alors j'étais à la fois très en confiance parce que à l'avant, le chef d'antenne était aussi médecin SAMU. C'était lui qui nous avait formés d'ailleurs. Il avait fait partie c'était un des enseignants de notre cycle de formation. Donc c'était à la fois très rassurant et en même temps très inquiétant parce que quand vous partez avec votre prof, évidemment la moindre erreur, vous risquez d'être sanctionné. Mais bon, alors, moi j'étais voilà, quand vous démarrez, en général votre héroïsme se limite à porter une couverture, vous voyez, ou à rassurer un blessé. Mais peu importe, c'est là que vous découvrez dans cette humilité commune que ce qui compte, ce qui change votre vie, c'est le choix que vous avez fait d'être là plutôt que d'être ailleurs, et que tout à coup vous servez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous n'êtes pas conscient à ce moment-là que cette personne, en fait, elle vous rend à vous aussi un immense service sans le savoir. C'est que elle vous donne une raison d'être. Et je crois que l'engagement, enfin, je crois que tous ceux qui ont eu la chance de s'engager dans une association, quelle qu'elle soit, parce que c'est la démarche qui compte. C'est vraiment la démarche. Entrer dans une association, c'est comment vous dire, aller vers la société, au lieu d'attendre que la société vienne vers vous. Et en même temps, en le faisant, ne pas y aller parce que vous attendez en retour quoi que ce soit. Vous y allez parce que vous avez juste envie d'être. Alors, je vais faire un petit parallèle. Vous avez envie d'être utile et en même temps, le fait de vous rendre utile va vous apporter énormément de choses puisque ça vous donne ce sentiment d'existence. Et en même temps, si l'association est belle, et c'est le cas de la Croix-Rouge et de nombreuses autres associations, il y a un sentiment d'appartenance et vous voyez, de famille. Et alors ce soir-là, je reviens à ce soir-là, vous êtes, il est donc minuit 2 et vous êtes confronté à quel cas extrême? Alors c'est là la particularité, je dirais, de l'engagement enfin, dans le secourisme, c'est que là vous êtes confronté, enfin, c'est très graphique. Vous voyez, évidemment,
quand vous intervenez sur un accidenté de la route ou sur un accidenté à moto, bah j'ai utilisé le mot graphique pour être, pour ne choquer personne, mais il y a une prise de conscience assez immédiate et très salvatrice de l'extraordinaire fragilité de la vie. Mais de toute façon, l'engagement, alors que vous alliez que vous vous engagez dans le secourisme, que vous aidiez des enfants en difficulté, que vous participiez à une association pour la préservation de l'environnement et de la nature, dès que vous utilisez votre temps, votre amour, le savoir que vous avez acquis ou que vous allez acquérir au bénéfice des autres, de toute façon, vous déplacez votre centre de gravité de votre nombril vers les autres. À condition, évidemment, de ne pas, parce que je l'ai vu aussi chez quelques-uns, à condition de ne pas le faire pour justement attirer la lumière à soi et devenir le super-héros qui a sauvé les abeilles. Ça ne marche que si vous le faites avec une démarche d'humilité sincère. Et si c'est le cas, alors c'est formidable, parce que ça vous apporte, c'est formidable. Les moments qui vous ont le plus marqué, les situations, peut-être les moments de grâce aussi que vous avez pu vivre dans ces heures qui étaient sûrement très sombres. Les moments de grâce, moi, heureusement, on en a connu plusieurs. Bon, il y avait bien sûr, quand on était appelé, quelquefois on a été appelé sur des accouchements, parce que l'arrivée de la vie, d'ailleurs c'est drôle, mais comme tous les gens qui ont travaillé dans le secourisme ou dans l'urgence, on voit des choses assez dures et parfois on s'étonne même de la capacité d'endurance. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est que les copains et copines les plus costauds que j'avais, les quelques accouchements qui se sont produits sur site, eh bien, tout le monde pleurait. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on arrivait à retenir, on arrivait à retenir les larmes devant la tragédie de la mort, mais devant la beauté de la vie, on avait, quand je dis pleurer, il y avait une larme à l'œil, c'est évident. Et ça, c'est absolument émouvant. Après, les moments d'humanité, le lien humain qui se tissait entre les équipiers, la vigilance, la bienveillance, la façon dont on se surveillait justement pour voir si l'un ou l'autre tenait le coup, ou si tout à coup il y avait, pour des raisons qui lui étaient propres, une intervention qu'il n'encaissait pas. À l'époque, le mot soutien psychologique n'existait pas, il n'était pas entré dans le vocabulaire, on ne savait même pas ce que c'était le soutien psychologique. Vous voyez, il n'y avait pas de séance de débrief, vous voyez, après pour dire alors dis donc, là, la femme coupée en deux, ça t'a pas un peu trop, bon, donc il n'y avait pas ça. Mais comment vous dire, alors c'est pareil, vous pouvez voir la bouteille à moitié vide en ne pensant qu'à ça, vous voyez, ou vous pouvez voir la bouteille à moitié pleine en essayant de se souvenir de cette extraordinaire spontanéité et générosité dans la façon dont les équipiers se soutenaient les uns les autres, cette vigilance, le fait voilà, ça aussi c'était des moments. Et puis l'humanité, le courage aussi chez les gens qui sont victimes de l'accident ou des accidents, l'entraide spontanée des gens. Enfin, ça dépend vraiment de votre nature, vous voyez, d'aller chercher ou pas au milieu d'une friche industrielle le petit coquelicot qui a réussi à pousser entre deux briques et de vous émerveiller devant lui au lieu d'être consterné par tout ce qu'il y a autour. Donc, mais oui, il y a eu des interventions assez choquantes et qu'on n'oublie jamais dans sa vie. Mais je vais pas la ramener moi, parce que j'ai fait rien à côté de ce que font tous les jours les pompiers, les médecins du SAMU,
Et Bien sûr, mais vous, jeune homme, par exemple, qu'est-ce qui vous avait à l'époque c'est la confrontation à la mort, c'est à votre premier mort peut-être, qu'est-ce qui vous revient comme image quand vous repensez à cette époque? enfin, la violence s'exprime de deux façons. Elle s'exprime physiquement, mais elle s'exprime aussi moralement. Donc quand vous voyez un, un adolescent dont la vie a été fauchée parce que, enfin, à l'époque, le casque n'était pas du tout obligatoire et parce qu'il faisait de la mobilette et qu'un automobiliste, enfin, ou parce qu'il avait fait le con tout simplement, et que fermer les yeux, enfin, recouvrir d'une couverture, voir une vie gâchée pour rien, vous voyez, c'est, vous avez du mal à vous en, enfin ça, évidemment, vous vous dites mais ça vous met dans un état d'impuissance et de désespoir terrible, parce qu'il n'y a pas que le corps de la victime, il y a la douleur de la famille. C'est parce que, vous voyez, le mort, lui, ne dit plus rien, mais quand vous entendez les hurlements d'une mère ou les hurlements d'un père, d'un frère, d'une sœur, euh, pour une connerie de 2 minutes, ça vous marque énormément. Ça, c'est une violence. Après, évidemment, on était confronté, quand vous êtes secouriste urbain, vous êtes confronté très jeune à la violence gratuite. Et donc, vous vous posez des tas de questions sur la bestialité de l'être humain. Vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible? Vous voyez, pourquoi cet être humain est un animal, vous voyez, se comporte comme un animal? Pourquoi est-ce qu'un type a besoin de faire régner la terreur? Moi, aujourd'hui, on parle des violences domestiques, mais nous, les violences domestiques, elles faisaient partie de notre quotidien. Il n'y avait pas une garde où on n'intervenait pas pour un cas de violence domestique. Vous voyez ce que je veux dire? Et on avait envie de taper sur le mari fautif à coups d'extincteur. On n'a pas le droit de le faire, mais on en rêvait. Et on était tous les jours confrontés avec la police à cette impuissance. Et on comprenait pas d'ailleurs pourquoi la victime protégeait son propre mari. Alors aujourd'hui, on le comprend mieux. On a expliqué tous ces phénomènes psychologiques de dépendance, mais nous on comprenait pas. Vous avez 18 ans, vous avez la chance d'avoir des parents qui s'aiment et qui s'aiment vraiment. Et vous arrivez dans un appartement où vous voyez une femme qui est couverte d'échymose, qui a l'arcade sourcilière fendue en deux, et vous voyez son mari, tout, vous voyez, qui est petit mec, quelle que soit sa taille, un tout petit mec qui abuse de son pouvoir sur sa femme parce qu'il n'en a pas d'autre dans la vie. Et vous avez juste envie de lui passer les menottes et de l'emmener en prison, mais nous, c'était pas notre rôle. Donc ça, c'est une violence physique qui, quand on était confronté à ça, pour redescendre, c'était très dur, mais vraiment très très dur. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on était intervenu et que on avait secouru la femme et qu'on était impuissant devant le coupable, qui nous regardait avec son arrogance, avec ça, c'était moi qui suis extrêmement, comment dire, qui suis hyper réactif par rapport face à l'injustice. Ça, c'était c'était une violence très dure. Après, évidemment, il y a la violence qui est liée, ce que je disais tout à l'heure, j'utilisais le mot peut-être un peu trop littéraire, graphique, mais celle de tout ce qui est lié à la traumatologie. Et ça, c'est évidemment, écoutez, à partir du moment où vous êtes envoyé en premier, il n'y a pas de tri, vous voyez, qui est fait par satellite pour dire, oh là là, non. Donc, vous avez 18 ans et vous arrivez, bah oui, vous arrivez sur un accident de voiture et puis il y a quelqu'un qui n'avait pas sa ceinture et qui a été éjecté par la fenêtre et vous avez les jambes d'un côté et le tronc de l'autre. Vous voyez, où vous avez un bras qui est à 10 mètres du corps, où vous avez des intestins qui sont dehors. Enfin, je ne sais pas à quelle heure vous allez diffuser cette émission, donc on va éviter ça. Mais ce dont je me rendais compte, en fait, c'est marrant parce que c'est pas marrant du tout, mais je m'apercevais
de la violence de ce que l'on vivait parce que je ne pouvais pas la raconter. Ça vous a donné envie d'écrire tout ça? Non, non, parce que j'en ai jamais parlé. Alors, je vais vous dire, je vais être très, très, très clair là-dessus. Jusqu'à ce que la Croix-Rouge me propose d'être leur ambassadeur, et donc j'ai une légitimité à parler pour la Croix-Rouge et pas pour moi. Moi, pendant 35 ans, j'en ai jamais parlé. Il y avait dans ma bio que j'avais passé 6 ans à la Croix-Rouge, mais je n'ai jamais parlé de ce que je faisais là-bas. Non, mais ces leçons de vie, cette violence, ce sont des choses que vous Ah oui, aviez non, forcément envie de raconter. Bien sûr. Mais voilà, parce que moi j'ai toujours eu cette vraie peur comment vous dire, de ramener l'attention sur soi, alors que, enfin, Non, je parle plus de la patte humaine, de ce que vous avez pu ressentir et que ça nourrit quand même votre vocation d'écrivain. c'est c'est pas que ça nourrit ma vocation. Je vais vous dire, je crois qu'il y a deux grandes familles d'écriture. Il y a l'écriture, on va dire endogène et exogène. Il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui sont le thème principal de leur roman. Euh, bon, je ne pourrais pas donner de nom, mais il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent sur eux, sur leur vie sentimentale, sur leur vie privée, sur leur enfance, sur leur... Et puis vous avez des écrivains qui ne sont pas capables de ça, par pudeur ou par non-désir. Et donc, ces écritures plus exogènes sont des écritures qui sont portées vers les autres, où on va parler des autres, on raconte la vie des autres. Mais évidemment, dans la part d'imaginaire qui est indispensable pour mettre en scène des personnages de fiction, eh bien, il y a une part de soi qui se dissimule dans chacun des personnages. Vous voyez, euh, mais c'est fait, je dirais, probablement pour contourner la pudeur qui vous empêche de, vous voyez, d'être le sujet principal de vos romans. Et là, évidemment, toutes les expériences de votre vie et surtout les expériences émotionnelles, enfin, ce qui est venu nourrir vos émotions va influer sur votre écriture. Donc, j'ai pas écrit. Alors, mon premier roman se passe, et si c'était vrai, l'héroïne, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu hospitalier, et particulièrement dans le milieu de l'urgence. Et évidemment, la scène de l'accident dans le premier roman est très inspirée de ce que j'avais pu vivre sur le terrain. Mais, mais j'en ai pas fait... oui, je veux dire, j'ai pas écrit 14 épisodes de la série Urgence après. J'en ai pas fait mon fonds de commerce, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez été à cette époque confronté à la précarité de la vie. Vous veniez d'un milieu préservé. À quoi ressemblait votre vie avant cela? Non, je viens pas d'un milieu préservé, parce que mon père a été... non, non, je viens pas du tout d'un milieu préservé. Ma grand-mère était ouvrière dans une laverie, ma mère a été agent immobilier, et au sortir de la guerre, après avoir passé 3 ans dans la résistance, avoir été arrêté, torturé, déporté, mon père travaillait dans un magasin de chemises. Mes parents ont réussi dans la vie, enfin, mes parents ont énormément travaillé pour que nous, on ait une vie meilleure que la leur. Mais vous voyez, je descends pas d'une famille. Non, non, non. Mais vous-même, vous étiez dans un cocon familial. Non, non. Oui, oui et non. C'est-à-dire que nous, enfin, on a vécu deux époques d'ailleurs avec mes parents, parce qu'après, vous voyez, quand le papa a commencé à force de travail à mieux réussir, enfin, la vie s'est beaucoup améliorée. On était dans un cocon affectif. Ça oui, c'est-à-dire qu'on a eu la chance, alors quand on en parle avec ma sœur, on se dit est-ce que c'est une chance ou une malchance? Je vais vous dire pourquoi je dis ça avec humour, d'avoir des parents qui s'aimaient passionnément. Alors je dis une chance parce que ils s'aimaient, on les entendait jamais s'engueuler, il y avait jamais de cris, une malchance parce qu'en fait ils s'aimaient tellement qu'il fallait pousser du coude pour qu'ils nous remarquent. Vous voyez, c'est-à-dire que, mais je pense que c'est eux qui avaient raison finalement de vivre comme ça. Mais vraiment, mes parents ont vécu une immense histoire d'amour qui a duré jusqu'au dernier moment.
Et donc ça, c'était extrêmement, je ne sais pas si le mot rassurant est le mot juste, mais c'était éclairant. Parce que là où beaucoup de jeunes, parce que bon, je dirais, parmi les peines de l'adolescence, dominent en général les peines d'amour. Et donc, on en vient à se demander, vous voyez, si l'amour existe. Et moi, je l'avais sous les yeux. Et puis j'avais, parce que mon père était un homme extraordinairement galant et respectueux de sa femme et prévenant. Et mes parents, dans leur amour, m'ont appris l'extraordinaire beauté de la langue des attentions. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est une phrase que j'ai mis très longtemps à trouver une phrase qui raconte ça et je ne sais pas si c'est clair, mais vous voyez, c'est l'histoire de gens qui sont ensemble depuis 20 ans et dont l'un apporte à l'autre un verre d'eau sans qu'il le lui ait demandé. Oui, ce genre de valeurs qui vous ont Ça, c'est magnifique, quoi. transmises, mais bien sûr. Et ils vous ont aussi transmis d'autres valeurs. Votre père était un résistant. Alors, vous l'avez découvert un peu tard. Racontez-nous comment vous avez vraiment découvert son passé. Bah, comment vous dire, on savait que pendant la guerre, il avait été du bon côté, mais on ne savait pas ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on abordait la question, il bottait toujours en touche. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre? Il me disait, mais rien d'important, des petites choses. Et puis, je devais avoir... alors, on savait quand même, on savait qu'on n'avait pas de grands-parents paternels. Donc ça, il avait bien fallu nous expliquer pourquoi j'avais pas de grand-père paternel, pourquoi j'avais pas de grand-mère maternelle. Et donc ça, on nous avait bien expliqué qu'ils avaient été arrêtés par la police française à Lyon et qu'ils avaient été déportés à Auschwitz et qu'ils avaient été gazés et jetés dans les fours crématoires. Ça, on savait. On savait que notre grand-mère faisait partie d'un lot de femmes avec lesquelles, dont les nazis avaient fait des abat-jours avec la peau de leur visage. Ça, on savait que ces horreurs avaient été commises. On savait que papa avait été orphelin très jeune, mais on ne savait pas bien ce qu'il avait fait lui et il voulait pas en parler. Et puis je devais avoir donc 83, je devais avoir 22 ans à peu près. Et un jour, ma mère m'appelle et me dit, est-ce que tu veux venir à Toulouse avec nous demain parce qu'on va décorer ton père? Et donc je dis oui, très bien, mais pourquoi? Enfin, on va décorer papa, pourquoi? Et ma mère, avec son petit sourire en coin, m'a dit, alors ça vous regarde tous les deux, tu lui poseras la question. Et bon, donc rendez-vous est donné le lendemain, prends l'avion pour Toulouse. Et quand j'arrive à Toulouse, on se retrouve dans un stade, enfin on est emmené dans le stade de Toulouse. Et là, dans le stade qui est vide, il y a une estrade sur la pelouse et il y a, on va dire, une trentaine d'hommes et femmes. Alors dans les gradins, il y a une soixantaine de personnes qui, comme nous, viennent assister à une cérémonie. Et sur la pelouse, il y a 20-25 hommes et femmes qui ont à peu près, enfin qui ont tous l'âge à peu près de mon père à l'époque, donc il devait avoir l'âge que j'ai aujourd'hui. Et la première chose qui me surprend, c'est que ce sont des hommes et des femmes dont je n'ai jamais vu les visages avant, et quand ils se retrouvent, et je vois qu'il y a une émotion absolument palpable dans ces retrouvailles. Donc et je vois aussi que ma mère est très émue. Donc je m'interroge vraiment. J'avais demandé dans l'avion à mon père, je lui ai dit, mais papa, on va te décorer, pourquoi? Et il m'avait répondu, oh, laisse tomber, je n'aurais jamais dû y aller, mais bon, allez. Et puis il avait repris son journal, vous voyez. Bon. Et bon, bref. Et donc là,
ils sont là. Et puis arrive tout à coup le ministre des Armées de l'époque, qui était Charles Hernu. Et puis donc mon père avec tous les autres qui étaient vont sur l'estrade, donc je dis ils sont 20, 25. Et Charles Hernu fait un discours que j'ai reproduit d'ailleurs intégralement dans mon roman Les Enfants de la Liberté, sur le rôle joué par la 35e brigade, dite la brigade Marcel Langer ou la Moye, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le discours est assez extraordinaire parce que le discours qui fait peut-être 3-4 pages, raconte en 3-4 pages énormément de choses. Donc je comprends enfin que mon père a appartenu, mais je ne sais toujours pas quel rôle il y a joué. Et on lui met la Légion d'honneur, et puis la cérémonie se termine, et puis à son image, parce que papa était très humble et puis très discret, il descend de l'estrade, il enlève sa médaille, il la range dans sa poche, et il me dit bon allez viens on rentre. Et avant qu'on reparte, il y a un monsieur qui s'approche de moi et qui me donne discrètement sa carte de visite et qui me dit si tu veux connaître la vraie histoire de ton père, viens me voir. Et donc je suis allé voir ce monsieur à Paris dans son appartement. Et il travaillait sur la préparation du procès de Klaus Barbie, et sur la table de sa salle à manger, il y avait une quantité de dossiers extrêmement importants, dont les mains courantes. Vous voyez ce que sont les mains courantes, hein, c'est-à-dire les journaux de police, de la police de Lyon et de Toulouse, enfin notamment de la police de Lyon, enfin c'était centralisé à Lyon. Et il m'installe à la table. Il me dit, vas-y, lis, à chaque fois que tu verras le prénom de Jeannot, c'est ton père. Et là, je m'installe à la table et j'ouvre et je vois à la première page, aujourd'hui en gare de Toulouse-Matabio, le terroriste Jeannot a fait exploser 6 locomotives allemandes. Et puis je tourne la page et je vois aujourd'hui à 14h43, le terroriste Jeannot et le terroriste machin, etc., ont fait sauter le siège de la milice. Et je vois tous les jours. Et c'est un choc, parce que je me dis, mais c'est pas un père, il est tellement discret, il a toujours un sourire aux lèvres, il est tellement, et ça a été un choc terrible. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai mené ensuite presque 10 ans d'enquête, hein, en allant voir tous les survivants de la brigade, en recueillant de la documentation, en reconstituant tout. Et puis après, j'ai écrit Les Enfants de la Liberté qui racontent son histoire. Mais la plus jolie phrase, hein, pour terminer sur le sujet, c'est... et d'ailleurs, ça nous ramène à l'engagement humanitaire, enfin, ou social. Évidemment, je me suis retourné vers mon père à un moment donné et je lui ai dit, mais pourquoi tu nous as pas dit? Et mon père m'a dit, dis quoi? Et je lui ai dit, bah, écoute, moi, quand j'étais à l'école, j'aurais aimé savoir, moi, que mon père avait été un héros. Et mon père m'a dit, mais non, j'ai pas été du tout un héros. Je n'ai fait que ce qu'il fallait faire. C'est très, très différent. La normalité, c'était nous. Et non ceux qui n'ont rien fait. Donc, il n'y avait rien de héroïque. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et puis, il m'a dit cette phrase qui est magnifique, et il m'a dit, et puis surtout, tu sais, plus tard, la seule chose dont je veux que tu te souviennes, c'est que j'ai été ton père. Et donc ça, ça répond à ça. Et en fait, je pense que l'engagement, pour revenir à l'engagement, notamment pour la Croix-Rouge, dans une époque difficile comme la nôtre, où quand vous parlez de la précarité de la vie, il faut surtout parler de la précarité sociale, l'engagement à la Croix-Rouge, que ça soit dans le secourisme ou que ça soit dans tous les services aux autres que la Croix-Rouge offre, c'est vraiment une façon de s'engager dans la société, enfin de vivre dans notre monde. Et à l'époque, vous êtes resté combien de temps bénévole à la Croix-Rouge? 7 ans. 7 ans.
7 ans et vous êtes même devenu directeur départemental, non? Vous avez pris des responsabilités? Ouais, oui, oui, à un moment donné, la dernière année, j'ai dirigé le réseau de secours des Hauts-de-Seine. Mais oui, oui, j'ai absolument, oui. Mais j'aimais mieux être pour tout vous dire, j'ai mieux aimé être sur le terrain. Et vous avez toujours gardé votre écusson, votre veste d'intervention? Oui, en fait, non, mais c'est pas ça. Quand vous êtes entré, quand je parle de la Croix-Rouge, c'est vraiment, vraiment, c'est une organisation extraordinaire. C'est une, c'est vraiment une très, très belle maison. Et quand je dis c'est une maison, c'est parce que c'est vraiment une maison, quoi. Enfin, je pourrais parler de la Croix-Rouge pendant des heures parce que la Croix-Rouge fait tellement de choses. Et quand vous êtes entré à la Croix-Rouge, vous avez aimé cette maison comme je l'ai aimée, même si vous la quittez parce qu'après vous travaillez, vous vivez à l'étranger, bah vous restez, bah vous voyez, elle est en vous, quoi. Et, euh, et oui, je suis, oui, j'avais toujours gardé mes insignes, mais comme ça parce que c'était une nouvelle, pas parce que c'était une partie de ma vie, mais parce que bah, dans les moments de doute, vous regardez la Croix-Rouge et vous vous dites non, non, ça c'est là, quoi. Euh, et, et bon, évidemment, quand ils m'ont proposé enfin, quand ils m'ont proposé de redevenir ambassadeur, enfin de devenir ambassadeur, ils n'avaient pas terminé la phrase que j'avais dit oui. J'étais tellement content, c'était, j'étais vraiment vraiment heureux quoi, de retrouver. Je suis allé là il y a 15 jours faire un petit reportage, et donc je suis retourné dans le 92 rencontrer les secouristes d'aujourd'hui. Je suis monté dans un véhicule, on a comparé le matériel de l'époque avec le matériel d'aujourd'hui, on a fait un petit doc et, euh, et j'avais l'impression que c'était hier. Enfin, vraiment, j'avais pas du tout l'impression que autant d'années avaient passé. Mhm. Cette capacité à s'engager, c'est quelque chose que vous avez essayé de transmettre à vos enfants? Oui, bien sûr, mais il s'agit, en fait, c'est mes parents nous ont toujours élevés par le désir et pas par la leçon de morale. Vous voyez, pour me transmettre des valeurs, mon père m'emmenait voir des films ou me faisait lire des livres dont les personnages, en sachant que un lien allait s'établir avec les personnages et que c'est l'envie d'être, de ressembler, de faire comme qui allait donner naissance au partage des valeurs et des envies. Et je crois d'ailleurs que le désir fonctionne beaucoup mieux que la leçon de morale. Euh, si je fais une caricature, quand vous sortez d'un film de James Bond, vous avez envie d'être élégant. Vous voyez, vous avez envie de sauver le monde, mais en smoking. Vous avez envie d'être élégant. Voilà. Et quand vous êtes touché par un personnage, bah, vous avez envie de lui ressembler. Il devient une locomotive. Moi, comment vous dire, ma conscience sociale, elle est probablement née en lisant Les raisins de la colère. Vous voyez, et j'ai compris la force de l'amitié en voyant La guerre de Murphy avec Peter O'Toole et Philippe Noiret. Et mon père m'a fait comprendre. C'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais je pense que si je suis rentré à la Croix-Rouge, c'est parce que mon père m'a emmené voir un film quand j'avais 15 ans. On est allé aux Champs-Élysées, je m'en souviens toujours, j'avais 15 ans, et mon père m'a emmené, ou 16 ans, et mon père m'a emmené voir Pain et chocolat. Et Pain et chocolat, c'est un film qui raconte la vie extrêmement difficile d'un immigré clandestin italien à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait beaucoup d'immigrés italiens qui allaient s'installer de façon clandestine et qui cherchaient du travail en Suisse notamment, et pour nourrir leur famille dans une Italie qui avait été dévastée par le fascisme euh, et par la guerre. Et il est joué par Nino Manfredi. Et pour vous faire d'une histoire courte, une histoire longue, une histoire courte, de petit boulot en petit boulot, Nino Manfredi finit sa course dans un poulailler dans les alpages suisses où il travaille et où toute la journée il épluche des poulets. Et à la fin un dimanche, c'est leur jour de repos. Donc les clandestins qui vivent là sont hébergés eux-mêmes dans un poulailler. Alors c'est un poulailler aménagé avec
des lits faits de paille, mais la hauteur sous plafond est de celle d'un poulailler. Alors, quand ils sont en train de déjeuner le repas du dimanche, tout va bien, ils sont assis, mais quand ils décident de se lever pour danser, ils sont obligés de danser courbés parce qu'ils peuvent pas se redresser. Et en dansant courbés, ils ont l'air d'être des poulets. Et lui, il se rend compte qu'à cet instant précis, il est en train de perdre son humanité. Et il a une peur panique. Donc, il sort et il se met à courir. Et il court dans les alpages et il arrive à un moment donné devant un grillage. Et là, il y a une scène extrêmement félinienne. Il est bloqué par ce grillage, il ne peut pas aller plus loin. Et de l'autre côté du grillage, il y a un petit sentier en sable et un lac. Et arrivent sur ce sentier 4 cavaliers, très ariens, sublimes, qui portent des toges. Ils sont sur des chevaux blancs. Et ils descendent, 2 hommes, 2 femmes, ils ont des corps sublimes, ils se mettent nus et ils vont se baigner dans le lac et on comprend qu'ils doivent entrer, enfin qu'ils font l'amour, mais en tout cas, bref. Et lui, il est dans ses guenilles, il est de l'autre côté du grillage. Et il appuie comment on va dire, de toutes ses forces avec son visage sur le grillage. Et évidemment, il peut pas passer au travers. Et quand il se recule, il y a la marque du grillage sur ses joues. Bon, le film se termine, on marche sur les Champs-Élysées et mon père dit rien. Et puis quand on arrive à l'Étoile, il a les mains dans le dos et avec son petit sourire en coin, il me dit « Et toi dans la vie, tu veux être de quel côté du grillage ?» Je savais que mon père était beaucoup trop intelligent pour que la question soit côté lac ou côté poulailler. Et donc je réponds pas. Et puis bon, 2-3 ans passent. Et puis un jour, je rentre à la Croix-Rouge. Et là, j'ai ce moment de grande satisfaction où mon père me dit « Ah bon, ta mère m'a dit que tu étais rentré à la Croix-Rouge, mais alors ça t'a pris comme ça ?» Et je lui dis « Tu sais pourquoi je suis rentré à la Croix-Rouge ?» Il me dit « Non ». Je dis « Parce que c'est l'endroit où on peut couper le grillage. » Et vous voyez, et quand je vous dis ça, c'est pas un mot de l'esprit, c'est pas pour faire une figure de style. C'est la somme de livres, de films, d'histoires, de musique, d'émotions que j'ai eu la chance de rencontrer, qui ont fait naître les envies d'eux. Donc, je réponds à cette question pour vous dire, j'essaye de faire pareil avec mes enfants. Je dis pas à mon fils, tu dois faire ça. Mais j'essaye de le mettre dans une situation où il découvre par lui-même ce que ça lui procure de faire ça. Voilà. On fait de son mieux avec ce qu'on a. La conversation se prolonge et Marc Lévy accepte de lever un peu plus le voile sur son univers intime. Dans mon bureau, il y a plein de machines à écrire. Pas parce que je suis écrivain, parce que ce serait ridicule, mais parce que j'adore l'objet et que je les collectionne. Et je collectionne les vieilles machines à écrire. Bon, il y en a d'autres qui collectionnent les montres et les machins. Alors l'avantage, c'est que les machines à écrire, ça coûte beaucoup moins cher que les montres. Et je trouve que ce sont des mécaniques absolument sublimes. Et chaque machine a son bruit, sa mécanique, sa force de clavier. Et la forme d'une machine, c'est magnifique. C'est vraiment un très très bel objet. Et on en trouve, et quand elles sont restaurées, donc voilà. Donc il y a plein de machines à écrire dans mon bureau, de toutes les couleurs, de toutes les formes. J'adore ça. C'est un objet que j'aime énormément. Et puis il y a une grande photo de mon père en face de laquelle je travaille parce que j'ai besoin de le regarder. Voilà, parce qu'il était mon meilleur ami et que ces conversations me manquent énormément et vraiment beaucoup. Et donc, de temps en temps, je relève la tête et je le regarde et je continue la conversation à voix basse avec lui. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet échange, vous pouvez vous abonner via la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Castbox, et retrouver les interviews de Gala en kiosque et sur gala.fr.